Pour cette première vidéo, je vous propose un moment de détente allongé paisiblement sur le sable chaud d'une plage à écouter le bruit des vagues. Sauf que si vous écoutez bien cette vidéo, vous aurez certainement du mal à entendre ce bruit des vagues. Et ça, c'est tout à fait normal car on se situe ici, à Chalon-sur-Vesle, à peu près 5 km de Reims, dans l'ancienne région Champagne-Ardenne. Alors, quelle est l'origine de ce sable et quel phénomène géologique illustre-t-il? C'est à ces questions que je vous propose de répondre. Le site des Sablières de Chalon-sur-Vesle se situe à quelques kilomètres à l'ouest de Reims et se développe sur le versant nord de la vallée de la Vesle que l'on observe en bas de cette image satellite. Sur la carte géologique, on remarque une succession de couleurs différentes qui correspond à des terrains d'âge géologique différents. Sur ce schéma en coupe, on constate que ces différents terrains sont empilés les uns sur les autres. Les dunes de sable de Chalon-sur-Vesle correspondent aux terrains de transition entre le Paléocène et le Sparnacien inférieur et datent d'il y a environ 56 millions d'années. Observons à partir d'ici la dune. On peut y distinguer facilement trois compartiments. Un premier compartiment constitué essentiellement de sable avec une couleur légèrement ocre. Un deuxième compartiment caractérisé par des blocs qui sortent en relief, des blocs de roches dures. Et enfin, tout au sommet, un banc beaucoup plus clair de sable d'une couleur blanchâtre. On peut numéroter ces trois compartiments en partant de la base vers le sommet. Cet ordre de numérotation n'est pas anodin car il permet d'introduire un concept de base en géologie, le principe de superposition. Ce dernier stipule que les formations qui se situent en dessous sont plus anciennes que celles qui sont situées au-dessus et qui les recouvrent. Voilà pourquoi, pour retracer l'histoire géologique de cette dune, on va étudier les différents compartiments en partant de la base et en allant jusqu'au sommet. On se retrouve ici au sommet du premier compartiment et on va regarder dans un premier temps de quoi ce dernier se compose. Alors, si on observe bien, ici on retrouve des sables très fins d'une couleur blanche. Associés à ces sables très fins, regardons ici, on observe des bancs de coquillages. On observe ici des coquilles avec une forme conique et présentant une spirale en forme de colimaçon. Ce sont des coquilles de gastéropodes que l'on nomme des turritelles. On retrouve également des coquillages beaucoup plus communs. Ce sont des coquilles de bivalves. Afin de déterminer dans quelles conditions s'est mise en place la première unité, je vous propose d'adopter une démarche très courante en géologie qui consiste à tirer des informations à la fois de la roche, mais également des fossiles qu'elle abrite. Nous avons vu sur le terrain que l'unité 1 était composée de sables blancs dans lesquels on retrouvait de nombreux coquilles, de bivalves et de gastéropodes de type turritelle. Alors si on s'intéresse à la roche, on a un niveau de sable. Il faut savoir que le sable est un matériel grossier qui peut donc se déposer dans des milieux relativement agités. Au contraire, les particules fines telles que les argiles ont besoin d'un milieu relativement calme pour se déposer. Ici, nous n'observons aucune argile, uniquement du sable. Cela veut donc dire que l'environnement de dépôt était très agité. Ensuite, si l'on s'intéresse aux fossiles, on sait que les turritelles sont des organismes qui vivent préférentiellement dans des profondeurs relativement faibles, inférieures à 10 mètres. On se situe donc dans un secteur très peu profond dans lequel on a de nombreux courants qui forment ce milieu agité, propice à la sédimentation des sables. Ce milieu, c'est ce qu'on appelle le plateau continental. Je me trouve ici sur l'un des principaux éléments qui constituent la deuxième unité que l'on a vue depuis la base de la dune. On est ici sur un niveau qui est beaucoup plus dur, qui est solidifié. En fait, à l'intérieur de ce dernier, les grains de sable sont cimentés par un ciment d'origine ferrugineuse, c'est-à-dire c'est la précipitation de minéraux composés de fer, et c'est cette richesse en fer qui donne la couleur orangée à ce type de roche. Il faut savoir que les roches qui sont constituées par
du sable consolidé, c'est ce qu'on appelle des grès. Donc ici on a un grès à ciment ferrugineux qui nous donne pas mal de renseignements sur le type d'environnement qui régnait à l'époque de sa formation. Tentons maintenant d'expliquer la formation de la seconde unité caractérisée par des grès ferrugineux. La mise en place d'un climat chaud et humide va favoriser l'érosion des roches sur le continent. Cette érosion consiste en une fragmentation de la roche, mais aussi en une dissolution de ses principaux éléments chimiques. Le matériel issu de cette érosion ainsi que les éléments chimiques dissous vont être transportés par les cours d'eau jusqu'aux zones littorales. Lorsque l'érosion est très importante, les cours d'eau vont transporter une grande quantité de matériaux solides et de matériaux dissous. On assiste donc, dans les zones littorales, à une arrivée importante de matériel solide et d'eau riche en fer. Les matériels solides vont sédimenter, combler l'espace saturé en eau, et on va voir la formation d'un sol sur lequel, dans des conditions humides, une végétation peut se mettre en place. Afin de comprendre en quoi cette végétation relativement dense, avec un système racinaire qui se développe dans le sédiment, a joué un rôle important dans la mise en place de la seconde unité, je vous propose de regarder ensemble une petite animation. La présence d'un système racinaire au sein du sédiment va favoriser l'infiltration de l'eau et par la même occasion des molécules de fer qui y sont dissoutes. Maintenant, si l'on zoome un petit peu sur une ramification, on observe que chaque racine est entourée d'une petite pellicule d'eau dans laquelle se développent des bactéries. Les bactéries, en consommant l'eau, vont permettre l'accroissement, l'augmentation de la concentration en fer. Au-delà d'un certain seuil, la concentration en fer est telle que les minéraux vont pouvoir cristalliser et ainsi souder les grains de sable entre eux. On observe alors des niveaux de sable consolidés qui correspondent aux anciennes ramifications de racines. Au cours du temps, le sable meuble est érodé et les niveaux consolidés de grès ressortent en relief pour donner les formations de grès que l'on observe au sein de l'unité 2. On est ici toujours au sommet de la dune, face à un bloc de grès. La couleur de ce bloc de grès légèrement grisâtre nous confirme qu'on est bien sur la troisième unité constituée de sable terrigène, c'est-à-dire riche en matière organique. Sur ce bloc, on observe une stratification, c'est-à-dire une succession de couches claires et sombres, et cette stratification a la particularité d'avoir une géométrie oblique. C'est ce qu'on appelle une stratification entrecroisée. La première question que l'on peut se poser à propos de la troisième unité, c'est quelle est l'origine de la succession de couleurs que l'on observe sur cette photographie. Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à un élément clé qui va être l'étude de la marée. À marée basse, il y a très peu de courant. On a donc une mer relativement calme dans laquelle les sédiments fins peuvent sédimenter. À marée montante, la mise en place de courants, que l'on appelle les courants de flot, génère une mer beaucoup plus agitée au sein de laquelle seuls les sédiments grossiers vont pouvoir se déposer. Arrivé à marée haute, on retrouve une situation de nouveau très calme avec très peu de courant permettant la sédimentation des matériaux fins. Enfin, à marée descendante, la mise en place de courants, que l'on appelle les courants de jusant, génère à nouveau un milieu très agité, ne permettant la sédimentation que des matériaux grossiers. L'alternance de couleurs que l'on observe sur le terrain correspond donc à une alternance de sédiments fins et grossiers dont la régularité est due au cycle de marée. La morphologie entrecroisée observable sur l'unité 3 résulte d'une succession de niveaux au sein desquels les strates sont orientées dans des directions opposées. Ces dernières se sont donc mises en place sous des courants de direction opposée. Les courants de flot d'une part et les courants de jusant d'autre part. C'est donc l'alternance des courants de marée qui permet également d'expliquer cette morphologie typique de l'unité 3. L'événement géologique qui permet d'expliquer la succession des trois unités que l'on observe sur la dune de Chalon-sur-Vesle est
comme le montre cette animation, une baisse du niveau marin avec un recul du trait de côte vers le large qui permet le passage unité 1 de sable coquillé à une unité 2 de plaine d'inondation très végétalisée avant d'arriver dans une zone estuarienne. La dune de Chalon-sur-Vesle est donc le témoin géologique d'une régression, c'est-à-dire d'une baisse du niveau marin. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, également à liker la page Facebook des Mystères de Gaïa. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau format de vidéo que je souhaitais développer pour cette nouvelle rentrée. D'ici là, ouvrez grand les yeux